J'ai pris exemple sur toi, l'épisode d'il y a 2 semaines, j'ai pris 3 livres pour renforcer le propos intellectuel de notre émission. Ah ouais, maintenant on fait bouquin maintenant. Ouais, c'est bien ça. C'est bien Robert Castel. T'aimes bien ça? Bah je sais pas, je l'ai pas lu. Toi tu lis les bouquins que t'amènes. Oh bah non, je lis des bouts, t'as vu, t'as vu comment c'est gros? Il y a trop de pages, enfin qui a le temps de lire ça? On n'est pas à la fac. Ouais, c'est sûr. Le 3 janvier dernier, un homme de 68 ans était en train de nettoyer les gouttières de la préfecture des Yvelines à Versailles. Ce métier, il le faisait depuis 50 ans, mais voilà, ce 3 janvier, il n'est pas rentré chez lui, il est mort après une mauvaise chute, il était seul et sans matériel. 2 semaines plus tard, Franck Page, un jeune coursier à vélo de 18 ans, livre un repas près de Bordeaux. Il a pris ce petit boulot pour compléter sa bourse afin de suivre des études en économie, mais il ne rentrera pas chez lui non plus, il sera renversé par un camion. Des histoires comme ça, il en arrive tous les jours. Chaque année, en France, 500 personnes meurent au travail. Et on peut y ajouter 700 personnes par an qui meurent de maladies professionnelles et 400 personnes qui meurent pendant des trajets de leur domicile à leur boulot. Ce sont donc 1600 personnes environ qui meurent chaque année en lien direct ou indirect avec leur travail dans une relative indifférence. Un compte Twitter du accident tente de recenser toutes ces personnes, je vous conseille d'y jeter un œil. Chaque année, ce sont au total 600 000 personnes qui seront victimes d'un accident du travail, qu'il soit grave ou non. Près d'un quart des salariés seront confrontés à un accident dans leur vie. Pour certains, cela ressemblera à une banalité, mais il faut le dire, le travail peut faire souffrir, le travail peut tuer. Le travail, ça n'est pas une souffrance. Il faut protéger au travail. Mais je ne recommande pas de vouloir protéger les Françaises et les Français du travail. Alors ça m'étonne pas qu'il dise ça, lui, de toute façon c'est cohérent avec son parcours, avec son milieu. C'est la bourgeoisie. Le travail, c'est ce qui nous donne une place dans la société. C'est ce qui nous donne notre dignité. C'est ce qui nous permet de nous émanciper, de retrouver confiance en nous. Ce qui nous permet de nous construire. Ce qui nous permet de réussir et de faire réussir les autres. Cette bourgeoisie, pour qui le travail est évidemment lié à des valeurs positives. C'est normal, ils n'ont pas les mêmes boulots. Hein. Le leur peut être stressant, ça c'est sûr, mais il est moins dangereux pour leur corps. Je suis le candidat du travail. Dans le monde ouvrier, c'est une autre histoire. On connaît et on vit depuis longtemps l'effet que le travail a sur les corps. Dos cassé, doigts coupés, audition perdue, maladie pulmonaire. Il suffit de lire Édouard Louis raconter son enfance pour se rendre compte de ce que le travail fait aux classes populaires. Et quand j'ai vu mon père, quand j'ai vu le corps de mon père, je me suis dit, qu'est-ce qui a produit cette destruction d'un corps? Qu'est-ce qui a produit un corps aussi fatigué? Et ça se traduit en chiffres, les ouvriers sont surreprésentés parmi les victimes d'accidents du travail. Alors il y a un livre qui présente assez bien la souffrance au travail, et je crois que tu l'as apporté. Oui, alors c'est celui-ci, Qui a tué les verriers du sociologue Pascal Marie-Chalard. Au bord du canal, vestige industriel, la cheminée a cessé de fumer voilà exactement 15 ans. Givors, c'est une commune de 20 000 habitants à 20 km au sud de Lyon, une ancienne ville industrielle. Dans son livre, Marie Chalard raconte le parcours du combattant de salariés de l'ancienne verrerie de la ville, fermée en 2003. Un combat pour faire reconnaître leurs maladies comme des maladies professionnelles. Dans le livre, on découvre le déni des employeurs avec la complicité d'une partie du corps médical devant les éléments apportés par les anciens verriers. L'ouvrage évoque aussi la difficulté à faire reconnaître ses souffrances devant la Sécu. Pour un de ses verriers, Christian Cervantes, sa maladie sera reconnue en 2015, soit 3 ans après sa mort. Et puis il parle aussi de la difficulté qu'ont les ouvriers eux-mêmes à reconnaître que leur travail peut blesser, que leur travail peut tuer. Comme le dit l'un d'eux dans le livre, on ne mord pas la main qui nous a nourris. Et face à cette réalité concrète qui s'inscrit dans la tête mais aussi dans les chairs, les dirigeants politiques successifs, de Sarkozy à Macron, ont mis en avant une valeur travail, absurde, complètement détachée des conditions d'existence des travailleurs. Et malheureusement, cette vision désincarnée a eu un certain succès chez une partie des classes populaires. Toi, tu l'as pas, toi, la valeur travail. Toi. Ah non, moi je préfère par exemple le chômage ou les vacances. Aujourd'hui, on a quand même une vision assez abstraite du travail, c'est pas un sujet qui est à l'agenda politique. D'ailleurs, on nous parle pas du travail, on nous parle de l'entreprise, de l'emploi. C'est l'heure de la danse de la joie. Puisqu'on vous dit qu'aujourd'hui tout va bien, les startups, c'est presque plus du travail, il y a du baby-foot, il y a une salle de pause avec la PS4. Faut pas. De quoi? Les jeux. On n'a pas le droit de jouer? Si. Je comprends pas, on a le droit de jouer ou on n'a pas le droit de jouer? Ok, sur le principe, oui, on a le droit de jouer au ping-pong. Le problème, c'est qu'il y a un algorithme qui mesure notre temps de pause en fonction de l'inactivité de notre poste de travail. Et s'il constate que tu fais partie des 20% les moins productifs de la boîte, tu reçois une notification qui t'informe que t'es viré. Oh merde.
Du coup, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, la situation est un peu meilleure, parce qu'en effet, il y a 4 fois moins de morts au travail que dans les années 70. Mais voilà, on pourrait se dire que les chiffres sont un peu biaisés, parce que les ouvriers qui sont les plus touchés par les accidents du travail, et ben aujourd'hui, il y en a beaucoup moins que dans les années 70. Et puis, il faut ajouter à cela que ça fait 15 ans que les chiffres stagnent et qu'il y a d'autres facteurs qui sont de moins en moins bons. La DARES, une instance qui dépend du ministère du Travail, sort tous les 3 ans une grande enquête sur les conditions de travail des Français. Dans celle de 2016, on apprend qu'un salarié sur 3 a été victime de comportements hostiles sur son lieu de travail. Donc le travail est plus stressant, moins stable, moins épanouissant qu'il n'a pu l'être, et comme d'habitude, les premiers touchés, ce sont les ouvriers non qualifiés. Ce sont des chiffres à replacer dans le cadre de la montée du précariat, dont parlait Robert Castel, et ça, le précariat, Macron, il adore. Quand il dit « traversez la rue, vous trouvez du boulot » à un mec qui a un métier, il lui dit « non, plutôt que de garder votre métier, allez dans le précariat faire n'importe quoi ». Quand on vous parlait de la mort des 2 travailleurs au début de l'épisode, on ne vous a volontairement pas parlé de leurs conditions de travail. Le jeune coursier travaillait pour Uber Eats. L'entreprise américaine est maintenant bien connue pour ses méthodes qui consistent à contourner le salariat en donnant un statut d'indépendant à ses employés. Sans formation, sans interlocuteur, Franck Page travaillait à la course, un mode de rémunération qui pousse à enchaîner les livraisons au mépris de sa propre sécurité. Et c'est la même chose pour l'ouvrier de 68 ans, il était appelé sous le statut d'auto-entrepreneur par une entreprise de sous-traitance qui travaillait pour la préfecture. Ces nouvelles formes de travail qu'on nous présente comme tout à fait modernes participent à détériorer les conditions de travail en faisant l'impasse sur les trucs relous comme les congés, les temps de pause, la formation... Ancien monde, tout ça. Même si le CDI reste la forme d'emploi majoritaire, les conditions à l'intérieur des contrats CDI se dégradent. Déjà, on a eu 2 lois travail, on a eu la suppression des CHSCT dans les entreprises, vous savez, ces conseils qui s'occupent de la sécurité et de la santé des salariés. Et malgré Benoît Hamon, notre héros à tous à Mediapart, Benoît Hamon, sa fougue et ses 6%, eh bien l'Assemblée nationale a refusé de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Les lois travail ont permis de mettre sur la table ces questions de conditions de travail. Aujourd'hui, elles sont un peu retirées du débat public. On les a entendues à la marge dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu par exemple des manifestations de soutien pour les 2 morts au travail. Aujourd'hui, la difficulté, ça reste de trouver des espaces pour discuter de l'organisation du travail. Et un des paradoxes de l'entrée des syndicats dans les entreprises, ça a été l'affaiblissement de ces questions dans le débat public. En fait, si, il y a un endroit où ça parle beaucoup des conditions de travail, c'est à l'intérieur des entreprises, et pendant les négociations des accords de branche. Chaque année, il y a des milliers d'accords syndicaux qui sont signés. Mais vu que les syndicats sont plus trop à la mode, on peut douter du fait que cette question arrive à réémerger de sitôt. En 1848, ils ont trouvé, pendant un court moment, un genre de solution. Après la Révolution, on a mis en place la Commission du Luxembourg, une instance installée dans le palais du même nom et qui regroupait des représentants des patrons, des ouvriers et des spécialistes, afin de débattre de l'organisation du travail. Un genre de gigantesque espace de négociation, mais public. Rassurez-vous, ça n'a pas duré longtemps, la bourgeoisie a vite compris que c'était risqué de laisser la démocratie s'emparer de ces questions. Malgré tout, le ministère du Travail et du Code du Travail sont des survivants de ces luttes qui ont permis de construire le travail comme un objet politique qui concerne tout le monde. Et il concerne tout le monde car le travail ou l'absence de travail affecte tous les aspects de notre vie. Le psychologue du travail Yves Clos relevait que les Français avaient un investissement affectif plus fort dans leur travail qu'ailleurs en Europe. On est donc plus facilement affecté par de mauvaises conditions de travail. Et à chaque fois que quelqu'un est blessé ou meurt au travail, ça nous rappelle un truc, c'est que c'est pas seulement notre temps qu'on offre à notre employeur, c'est aussi notre corps. Et c'est ça notre force de travail, comme disait Karl Marx. Si on veut aller au-delà de ces discours qui n'arrangent que les patrons, les actionnaires, sur le travailler plus, pour gagner plus, il faut que tout le monde ait un travail, n'importe lequel, n'importe comment, il va falloir remettre la question du travail dans le débat public, il va falloir poser la question du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, pourquoi pas même de qui possède les entreprises. Mais si on veut faire avancer la question démocratique, il faudrait que, c'est Jaurès qui disait, la démocratie ne doit pas s'arrêter aux portes de l'entreprise. À lundi prochain. Toi, t'as déjà fait un boulot où t'étais vraiment en danger physiquement ? Par exemple, le McDo, tiens. Le McDo, tu te crames au McDo. Entre l'huile des frites, le machin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont bossé en cuisine au McDo, qui ont gardé des cicatrices ou des trucs comme ça, tu vois. Ça va pas jusqu'à perdre un doigt, quand même. Et tu crois qu'on les fait comment, les nuggets ?